Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Alors avant de commencer cette émission, je vous rappelle que ce numéro d'Immédiat est évidemment disponible sur le site de TV Liberté, mais également sur la chaîne YouTube de Jean-Yves Le Gallou, donc n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, émission spéciale dédiée aux attaques très violentes que subit Éric Zemmour. Nous verrons d'abord qu'après son discours offensif à la convention de la droite, le journaliste a subi des attaques féroces. Il est caricaturé en nazi ou en pétainiste et est également visé par l'ouverture d'une enquête par le parquet. Dans un second temps, nous analyserons la tentation de la censure d'Éric Zemmour par de nombreux journalistes, y compris au sein du Figaro. Mais nous verrons qu'Éric Zemmour peut heureusement compter sur de nombreux soutiens. En milieu d'émission, vous retrouverez évidemment la revue de presse avec notamment un gros bobard de Clément Viktorovitch. Avant toute chose, Jean-Yves, l'image de la semaine, et cette image, c'est la une de Paris-Normandie sur l'incendie et l'explosion d'une usine d'additifs contenant des tonnes de produits chimiques dans la banlieue de Rouen, et c'est une image spectaculaire. C'est une image spectaculaire et c'est une image qu'on aurait dû retrouver à la tête de tous les magazines et de tous les journaux, parce que c'est une image spectaculaire, mais qui correspond aussi à l'arrivée sur Rouen d'une catastrophe majeure et d'une pollution importante. Et pourtant, l'événement est passé à la trappe, du moins pendant plusieurs jours. Ah, il y a eu un autre événement. Parce qu'il y a eu un autre événement qui était la mort de Jacques Chirac. Et donc là, les médias ont choisi de privilégier dans leur traitement médiatique la mort de Jacques Chirac, à la fois pour des raisons un peu people, on peut dire, et puis parce que Chirac a quand même été l'homme du système, l'homme qui a défendu le système, notamment par rapport au Front National, et il paraissait assez logique de lui rendre cet hommage-là. Ce qui fait que l'affaire de la catastrophe de Rouen est passée au second plan, et qu'encore une fois, ce sont les réseaux sociaux qui ont fait émerger les difficultés, les problèmes et la gravité de la pollution rencontrée par les habitants de Rouen. Alors passons au premier sujet, Éric Zemmour, l'homme à abattre. Ce samedi 28 septembre avait lieu la convention de la droite, un événement qui a été marqué notamment par le discours d'Éric Zemmour, dans lequel il s'est attelé à critiquer le progressisme. Je vous propose une définition. Progressisme, la religion du progrès, un millénarisme qui fait de l'individu un dieu et de ses volontés jusqu'au caprice un droit sacré et divin. Le progressisme est un matérialisme divinisé qui croit que les hommes sont des êtres indifférenciés, interchangeables, sans sexe ni racine, des êtres entièrement construits comme des Legos et qui peuvent être donc déconstruits par des démiurges. Ça, c'est le discours de Zemmour. Le début du discours de Zemmour, c'est un discours profond, qui va au fond des choses. Ah, presque philosophique. Et presque philosophique, et qui a été complètement évacué par la polémique, parce que, bien entendu, personne ne veut entendre ce discours-là. Et effectivement, les médias ont retenu bien autre chose, des extraits, on va dire, plus virulents, plus offensifs, comme par exemple celui où il parle de la lutte contre l'homme blanc. Le seul ennemi à abattre, c'était l'homme blanc, hétérosexuel, catholique. Et Éric Zemmour a également lancé un appel à la résistance. Les jeunes Français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres? Si oui, ils méritent leur colonisation. Sinon, ils devront se battre pour leur libération.
Alors, Éric Zemmour a également attaqué assez frontalement l'islam et ça a choqué de nombreux journalistes. Un exemple parmi d'autres avec Dominique de Montvalon. En orateur clé de la Convention de la droite, un Éric Zemmour terrifiant. Les jeunes Français seront-ils majoritaires sur la terre de leurs ancêtres? Un discours hyper dur, hyper réac, hyper défaitiste, sidérant. Oui, alors la question, effectivement, que soulève Montvalon, qu'a soulevé Zemmour, les jeunes Français seront-ils majoritaires ou minoritaires sur la terre de leurs ancêtres? C'est peut-être terrifiant, comme dit Montvalon, mais c'est une vraie question. Parce que, vous savez, c'est assez simple pour répondre à la question. Il suffit d'aller dans les maternités, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Nice, ou dans d'autres villes encore, pour voir que la question de savoir si les jeunes Français seront encore majoritaires sur la terre de leurs ancêtres, ben oui, ça se pose. Ça se pose. Moi, je conseille d'aller voir dans les maternités ce qui se passe. Alors, se poser trop de questions, c'est a priori pas conseillé. On a Éric Zemmour qui s'est fait reprendre par Édouard Philippe, qui a condamné des discours nauséabonds. Donc là, le mot est fort. Alors, Philippe, oui, c'est de la novlangue, hein, c'est de la novlangue. Par contre, quand il va à Rouen, il dit qu'il y a des fumées, des odeurs qui ne sont pas nocives. Les discours d'Éric Zemmour sont-ils plus nocifs que les odeurs de Rouen? On va peut-être le savoir dans quelques jours. Mais en tout cas, ce qui a fait d'énormes vagues dans le monde médiatique, eh bien, c'est la diffusion du discours d'Éric Zemmour en direct et en intégralité par LCI. Les attaques ont été nombreuses. Alors, on ne va pas tout citer. On va prendre par exemple Edoui Plenel. Une réunion fasciste a donc eu antenne ouverte sur les chaînes d'information ce week-end, déversant sa haine des migrants et des musulmans. Également David Perrotin, journaliste au HuffPost et à l'Oopsider. Une incitation à la haine diffusée en direct sur LCI. Un homme condamné plusieurs fois par la justice, employé par M6, Le Figaro et CNews. Et enfin Sylvain Chazot. LCI a diffusé le discours de Zemmour en direct, sans filtre. Donc Jean-Yves, on voit que, il y a eu une mise en cause générale de LCI. Sans filtre, ça veut dire sans censure. Oui. Hein, c'est de la novlangue journalistique, sans censure. Sans le traitement journalistique. Sans traitement journalistique permettant de corriger une opinion qui est condamnable. Je trouve qu'il y a aussi ce tweet d'Alex Sulzer qui dit un discours extrêmement dur, une islamophobie revendiquée. Alors ça, c'est de la pure désinformation, parce que personne ne revendique l'islamophobie. L'islamophobie, c'est un terme de novlangue pour interdire toute critique de l'islam. Qui est une religion et qui, comme toutes les religions, a le droit d'être critiquée, effectivement. Je veux dire, la liberté d'expression, c'est de critiquer les idéologies ou les religions. Exactement. Voilà. On peut critiquer le communisme, on peut critiquer le libéralisme, on peut critiquer le nazisme, on peut critiquer le fascisme, on peut critiquer le catholicisme, on peut critiquer à la fois les religions et les systèmes idéologiques. Ou alors on n'est plus dans un pays de liberté. Voilà, donc l'islamophobie, c'est un terme de novlangue. C'est pas revendiqué, c'est un mensonge de dire ça. Alors en tout cas, donc LCI a été attaqué. Et Jean-Yves, est-ce qu'on peut y voir peut-être une tentative un peu d'effrayer la chaîne, quoi, tout simplement? Oui, je crois qu'il y a la volonté, effectivement, d'interdire tout discours un peu dissident. Alors c'est assez intéressant parce que LCI avait proposé à Zemmour de le recruter. Oui. Comme BFM TV, finalement, il va aller chez CNews parce qu'ils savent qu'il dit des choses qui intéressent. Et donc, il s'était un peu rattrapé aux branches en passant son discours, et évidemment, on leur dit « Ah non, vous n'avez pas le droit de passer des discours qui sont vraiment au-delà du limite du politiquement et de l'idéologiquement correct. » Alors en tout cas, la Société des journalistes de LCI a donc fait part de son émotion après la diffusion du discours d'Éric Zemmour. Et dans Le Monde, on apprend que LCI a admis avoir commis une erreur en diffusant en direct le discours du journaliste. Et on apprend que la direction déclare « A posteriori, le discours sans contradiction ne s'inscrit pas dans les formats de LCI. Il y a bien eu contradiction, mais c'était après coup, sur le plateau. La diffusion du discours dans l'État n'était pas le format approprié pour notre chaîne. » C'est complètement absurde. Quand vous diffusez un discours, vous n'allez pas faire la contradiction immédiate. C'est ce qu'a fait Le Monde d'ailleurs hier, en donnant le discours de Marion Maréchal.
Mais là, c'est le discours écrit et ils ont mis sur les bordures l'analyse. Bon, on peut faire ça dans la presse écrite, on peut faire ça dans la presse écrite. Dans la presse audiovisuelle, si on met un discours, on va pas le couper, mettre sur pause. Enfin, tout ça est absurde. Alors, autre chose qui a fait beaucoup parler, c'est le recours au point Godwin, tout simplement, puisque Éric Zemmour a été très souvent caricaturé en nazi ou en pétainiste. Illustration sur le plateau de LCI, justement, après son discours, où Dominique Jamais a rapidement critiqué les propos du polémiste en le comparant à Goebbels, tout simplement. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que le point Godwin? C'est tout débat, quand on n'a pas d'argument dans un débat, quand on dit « Ah, ça me rappelle Hitler, ça me rappelle les heures les plus sombres de notre histoire ». C'est l'absence d'argument. Alors là, le point Godwin, on a eu un véritable festival. Parce que donc Goebbels, c'est déjà pas mal comme référence. Pas mal, ouais. En 43, je ne sais pas pourquoi en 43. C'était le discours de la guerre totale. Bon. Voilà. Ensuite, il y avait Télérama qui a diffusé une caricature où on voit Éric Zemmour qui arrive dans les locaux de CNews, grimé en officier nazi. Donc, Jean-Yves, on voit que c'est quand même... Alors, moi, je crois que à trop en faire, ils vont tuer le point Godwin. D'abord, point Godwin, depuis combien de temps la Seconde Guerre mondiale est-elle terminée, Nicolas? Ça fait quelques années. Quelques années. Pas pour tout le monde, vous étiez né quand même? Non, je n'étais pas né. Ah bon non. Alors, la Seconde Guerre mondiale, elle est terminée depuis 75 ans. 75 ans. Je pense que c'est un événement important, mais ce n'est pas le seul événement. L'histoire de France, c'est 2000 ans. L'histoire de l'Europe, c'est 4000 ans. On ne peut pas tout ramener à 12 ans entre 1933 et 1945. Voilà, ça, c'est le premier point. Le dessin de Télérama, c'est extraordinaire. C'est l'hôtesse d'accueil de CNews qui dit « Bienvenue ». Vous venez pour le débat sur la PMA, sur Greta, sur le voile ou sur l'immigration. Ça veut dire que si vous ne partagez pas l'opinion dominante, l'opinion de la majorité des journalistes, pour Greta, pour le voile, pour l'immigration, pour la PMA, vous êtes un nazi. Voilà, ni plus ni moins. C'est quand même absolument incroyable. Ça veut dire que tout débat va être interdit parce qu'on va aussitôt vous dire « Ah, ça, vous n'avez pas le droit, nazi ». C'est d'un certain point de vue quelque chose qui va finir par tuer le point Godwin. Alors, il y a nazi, mais il y a aussi pétainiste. Oui. Oui, c'est un autre argument, notamment employé par Frédéric Aziza qui tweet « Le discours d'Éric Zemmour est un discours de haine raciste qui le rapproche un peu plus de cette France rance pétainiste ». Et on a le philosophe Enthoven qui dit la même chose sur cet avou. C'est un vrai pétainiste. C'est quelqu'un qui articule la haine et la lâcheté. Et c'est exactement ça qui est apparu dans ce discours-là. Il y avait autant d'éléments de trouille que d'éléments de violence. Je crois qu'il y avait surtout des éléments de fait dans le discours de Zemmour. Et il y avait une vraie réflexion philosophique qu'il n'y a absolument pas dans ces propos de sous-traitaux d'Enthoven, qui peut être bon parfois... mais qui là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il essaie de se faire pardonner. Il est venu à la Convention, exactement. Ça a été critiqué, et surtout, il a parlé après Zemmour, sans revenir sur ce qu'a dit Zemmour. Donc, il n'avait pas été particulièrement, il n'était pas d'accord, bien sûr, mais il n'a pas été particulièrement choqué par ce qu'a dit Zemmour. Parce que s'il avait été particulièrement choqué, il en aurait parlé. Or, il a parlé d'autre chose. Et donc, après, il essaye de se rattraper en faisant de la surenchère. Complètement ridicule, quoi. Alors, pour finir sur ce point Godwin, cet éditorial du Monde, Éric Zemmour et la haine télévisée. La retransmission sur LCI du discours du polémiste, pourtant déjà condamné pour incitation à la haine raciale, est une infamie. On le sait, depuis 1945, les crimes contre l'humanité ont commencé par des mots. Stigmatisation, exclusion, expulsion, extermination. Au bout de la chaîne, il y a le camp, a écrit l'auteur italien Primo Levi à son retour d'Auschwitz. On voit que Le Monde, journal de référence... C'est de l'amalgame, enfin c'est un article absolument délirant. C'est un éditorial. Oui, c'est un éditorial non signé, courageusement non signé. Au nom de la rédaction tout entière. Au nom de la rédaction. Donc on peut penser que c'est la responsabilité de M. Bronner, qui est le patron de la rédaction du Monde. C'est vraiment... c'est devenu... Enfin, j'allais dire, c'est du pamphlet. Mais non, parce que le pamphlet, ça suppose un minimum de talent.
Donc c'est même pas du pamphlet, c'est du délire totalitaire. Et Jean-Yves, pour terminer sur cette première partie, l'affaire Zemmour est quand même, on le pense, assez important. En quoi cette affaire elle est importante? D'abord, de deux manières. Parce que s'ils parviennent à faire taire Zemmour, tout le monde sera contraint de se taire. Donc il y a une bataille vraiment pour la liberté d'expression. La deuxième chose qui est très importante, c'est qu'effectivement, ils veulent le faire taire parce qu'au fond, il a renversé la table. Il a renversé la table en refusant le grand remplacement de population, le grand remplacement de civilisation. Il a renversé la table en dénonçant les délires progressistes. Mais il a eu bien raison. Passons à la revue de presse. Alors Jean-Yves, pour commencer cette revue de presse, cet article du Parisien, la France vice-championne du monde de la censure sur Facebook, c'est mis à l'interrogatif, mais je me permets d'enlever le point d'interrogation. On apprend qu'un site américain a compilé toutes les demandes de retrait des contenus sur Facebook et que la France arrive en deuxième position. La liberté d'expression sur Facebook en France est-elle si menacée que ça? Elle est très menacée. On connaît le nombre de sites qui sont coupés, le nombre de comptes qui sont coupés. Elle est très, très menacée. Ça, c'est des statistiques, hein. Bon, voilà. Alors, la défense, c'est de dire, oui, mais c'est beaucoup d'images du Bataclan. Mais les images du Bataclan qui ont été censurées, d'abord, ça commence à dater, mais c'était simplement pour informer. Vous savez que c'est très simple. Le compte Facebook des Bobardors a été fermé parce qu'il y a eu une image qui montrait la scène du crime du Bataclan. Mais bon, ça, c'est de l'information. Hein. Donc, c'est quand même assez grave. Et puis, ça ne va pas s'arranger avec la connivence Macron-Zuckerberg sur tout cela. Et je crois qu'il y a un événement qui arrive bientôt, organisé par Polémia, qui va parler de cela. Alors, le samedi 23 novembre, c'est le 5e forum de la dissidence consacré à la dictature Macron. Et il est évident que la dictature, à travers la censure des réseaux sociaux, c'est quelque chose de tout à fait important. Et puis, Polémia actualisera son Libertex. Le Libertex, c'est un classement d'un certain nombre de pays par rapport à la liberté d'expression. L'an dernier, la France était, c'est malheureux à dire, 7e sur 7. Je ne sais pas encore quels seront les résultats cette année. Les travaux sont en cours. Il y aura 9 pays. Mais la France ne sera sans doute pas en première place. Mais je ne pense pas que la France sera en première place, malheureusement. Et ça, c'est grave parce que il y a beaucoup d'étrangers pour qui la France, c'est le pays de la liberté et qui sont un petit peu surpris de voir que la France est devenue le pays de la censure. Alors là, c'est pas de la censure, puisqu'il était invité sur le plateau de France Inter. On parle de Jean-Marie Le Pen, qui était dans le 7-9 de mardi, invité par Léa Salamé et Nicolas Demorand. Mais des envies de censure, il y en a eu dans les réactions, on va dire. Oui, il y a eu beaucoup de kidam, mais aussi de journalistes qui ont dit « mais le service public n'a pas invité Jean-Marie Le Pen ». La veille, il y avait François Hollande. La veille, il y avait François Hollande, et puis quand même, il y a quand même au minimum un quart d'électeurs qui sont pour le Rassemblement National, l'ancien Front National, qui payent la redevance, donc c'est pas très choquant que Jean-Marie Le Pen il soit invité. Il sera aussi invité sur TV Liberté dans un format beaucoup plus long, je crois, puisqu'il y aura 3 heures d'émission à l'occasion de la sortie du 2e tome de ses mémoires. Alors, autre actualité, celle-là un petit peu moins médiatique, mais tout est lié. La manifestation des policiers, donc la marche de la colère, qui a réuni 22 000 manifestants à Paris selon les syndicats de police. Donc, bon, c'est les policiers qui jugent les policiers, mais en tout cas, c'est un chiffre qui est impressionnant. Qu'en pensez ? Oui, alors je ne sais pas si le chiffre est exact. J'imagine qu'ils ne l'ont pas minoré pour une fois. Ça, bon, à moins que la préfecture de police ait minoré le nombre de manifestants issus de ces rangs, je ne sais pas. Franchement, à la place de Macron, je m'inquiéterais un peu quand même, parce que il y a beaucoup de manifestations dans le pays, beaucoup de mécontentements liés au fait que les gens ont l'impression d'être méprisés. Il faut bien comprendre ça. Si les policiers descendent dans la rue, moi je pense que le pouvoir devrait avoir quelques raisons de s'inquiéter. Et c'est pas certain qu'il suffise de rénover les commissariats et de donner des primes, parce qu'au fond,
fondamentalement, les policiers savent bien qu'on leur demande de réprimer les manifestants et qu'on leur demande, et qu'ils peuvent difficilement faire autrement d'ailleurs, de se coucher face aux racailles des banlieues. C'est ça le malaise de la police. C'est pas seulement la vétusté des commissariats et le fait qu'ils ont beaucoup d'heures de présence. Alors passons à un bobard, celui de Clément Viktorovitch. Ah, mais c'est un habitué. Un habitué, effectivement. Un habitué, nommé au Bobard d'Or 2019. Ouais, Oui, oui, c'est vrai. c'est un bon client, Viktorovitch. Alors Respect. là, il va peut-être avoir sa nomination. Il a peut-être gagné son bobard. Il va être dans la course. Il va être dans la course. Sur cette intervention, on va la regarder tout de suite. En fait, ce que nous explique Éric Zemmour, c'est que l'immigration en général et l'islam en particulier, il le nomme, sont responsables de tous les maux de la société et notamment de l'insécurité. Or, Éric Zemmour n'a pas du tout dit ça. Tous nos problèmes sont aggravés. Je ne dis pas créés, mais aggravés par l'immigration. Ah, c'est lumineux. Le mensonge Viktorovitch est parfait. Et c'est comme si Éric Zemmour avait pressenti qu'on pouvait tordre ses propos, donc il a bien précisé sa pensée, mais ça n'a pas suffi a priori. Non. Mais tout le discours de Zemmour est très, très solide. Simplement, il est caricaturé. C'est toujours la même méthode. On extrait une phrase. Mais là, en l'occurrence, Viktorovitch n'a même pas extrait une phrase, il l'a déformée. Exactement. Alors, autre nouvelle, eh bien, c'est l'appel au secours, l'appel à l'aide de F2 Souche, le site F2 Souche, qui est donc une revue de presse qui reprend tous les faits divers ou faits d'actualité liés, entre autres, à l'immigration. Et bien après un article du Canard enchaîné qui ciblait le partenariat avec partenariat très classique automatisé avec le site Amazon, et Amazon a suspendu ce partenariat, donc ça fait une source de revenus en moins. Et F2 Souche appelle à l'aide. Voilà, je crois que c'est un cas de censure supplémentaire. C'est censure par le robinet pas de la publicité, enfin c'est une publicité particulière, parce que on clique sur F2 Souche faisait la publicité d'un livre et les gens qui cliquaient, il y avait une petite rémunération pour F2 Souche. Tout ce qui est plus classique. C'est pas nouveau, puisque Boulevard Voltaire a eu aussi beaucoup d'attaques sur ses ressources publicitaires. Enfin, Boulevard Voltaire, c'était une association externe. Là, c'est le Canard enchaîné qui a voulu torpiller F2 Souche. Voilà, exactement. Bon, vous comprenez. Chers web spectateurs, pourquoi à TV Liberté, nous n'avons pas de publicité, nous ne voulons pas de publicité, parce que comme ça, nous n'en sommes pas dépendants, mais nous sommes dépendants de vos dons. Et par conséquent, je vais encore vous demander de faire appel à votre générosité. Je vais encore faire appel à votre générosité, parce que nous n'avons pas d'autres moyens. Passons au deuxième sujet, censeur contre défenseur de la liberté. Après le discours d'Éric Zemmour à la Convention de la droite, eh bien, les appels à la censure ont été nombreux de gens sur les réseaux sociaux, bien entendu, mais aussi de journalistes, à mots couverts ou à mots plus explicites. On a l'AFP qui publie une dépêche. Est-il allé trop loin? Les rédactions divisées sur Éric Zemmour, dans laquelle on apprend que le débat est ouvert dans les rédactions. France Culture, Éric Zemmour a-t-il encore sa place dans les médias? Et Le Parisien qui titre « Qui veut encore d'Éric Zemmour ?» Donc, on voit qu'il y a une offensive contre Éric Zemmour. Oui, alors c'est pas nouveau, parce que Robert Ménard avait dit il y a un peu moins de 10 ans maintenant que quels étaient les principaux adversaires de la liberté d'expression, c'était les journalistes. À l'époque, d'ailleurs, ils avaient eu sa peau. Ils avaient eu d'ailleurs la peau aussi de Zemmour une première fois sur iTélé, quoi. Bon. Et au fond, il y a un certain nombre de gens qui sont en train d'accréditer l'idée que qu'est-ce qu'un journaliste? Un journaliste, finalement, c'est un censeur à carte de presse. Alors ça, c'est intéressant parce que dans les vrais régimes totalitaires, c'est pas directement le pouvoir d'État qui censure, c'est les corporations. Dans l'Union soviétique, qui assurait la censure des intellectuels? C'était pas directement l'État ni le parti, c'était l'Union des écrivains. Et là, les syndicats de journalistes ou les sociétés de journalistes se comportent comme cela. C'est là le cœur du système totalitaire. C'est d'autant plus incroyable que Éric Zemmour, c'est une voix, on va dire, de droite, et il n'y en a pas 36. Ah non, donc il y en a une seule, et ils veulent l'écarter. C'est une de trop, c'est une de trop. Alors c'est une de trop, et là c'est assez extraordinaire, jusque dans la rédaction du Figaro, puisqu'on apprend que la Société des journalistes
Demande un mot quasiment ouvert, le fait que Éric Zemmour soit renvoyé du Figaro. Il déclare « Les journalistes du Figaro, dans leur immense majorité, ne veulent pas être associés à ces provocations. La SDJ demande instamment à la direction de la rédaction de mettre un terme à cette situation ambiguë. » Alors, Jean-Yves, comment expliquer que dans un média de droite, on ait envie de demander la peau d'Éric Zemmour ? D'abord parce que c'est un média de droite pour les naïfs, puisque c'est un média... Pardon Nicolas, mais puisque la majorité des journalistes, c'est dit d'ailleurs par un des rares soutiens de Zemmour, Marc Ménessier. Marc Ménessier, qui dit la majorité des journalistes du Figaro sont de gauche. Alors je lis ces mots parce qu'ils sont intéressants. Lisez ça. À quelqu'un qui lui demande comment se présente la situation au Figaro après le communiqué de la SDJ, il répond « La vérité est que le Figaro est un journal de droite dans lequel travaille un grand nombre de journalistes de gauche et au-delà. » Voilà. Et en plus, ils veulent faire régner leur loi, leur terreur. Alors d'ailleurs, c'est intéressant de savoir quelle est la personnalité la plus influente de la société du journaliste. C'est Durand Soufflant. Durand Soufflant, c'est un chroniqueur judiciaire qui a obtenu le premier Bobard d'Or en 2010. Un Bobard d'Or absolument extraordinaire. Il est en ligne, je crois, sur Polémia. Oui. Si vous voulez savoir qui est ce Durand Soufflant, allez voir sur Polémia, vous verrez, c'est un type éminemment recommandable. Un faussaire complet. C'était la manière, en 2 mots, c'était la manière dont il avait traité la mort d'une personne en marge des émeutes urbaines de 2005. Alors, c'est quelqu'un sans aller plus dans les détails. C'est quelqu'un qui avait été tué par 4 racailles, dont M. Durand Soufflant nous expliquait que c'était 4 Européens. Voilà, il avait une conception un peu assez large de ce qui était européen. Et puis, alors il y a un autre syndicat qui est bougé aussi au Figaro, le syndicat national des journalistes, qui est moins important, qui lui, alors là c'est assez drôle, est dirigé par un spécialiste de l'Amérique latine, vous imaginez ce qu'il peut raconter, qui s'appelle Patrick Bell, ça ne s'invente pas. Voilà. Et donc tous ces gens-là demandent la peau de Zemmour. Demandent la peau de Zemmour, c'est quand même un historique du Figaro, qui est une figure du journal. Donc c'est assez incroyable. Et qui apporte davantage de lecteurs que M. Durand Soufflant ou M. Patrick Bell. Et il est bon de rappeler aussi la devise du Figaro. Sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. La liberté de blâmer va bientôt disparaître de... la liberté de blâmer le politiquement correct, alors là, ça, c'est pas permis, là. Alors, heureusement, Éric Zemmour peut compter sur de nombreux soutiens dans le monde journalistique et au-delà. Par exemple, et puisqu'on parle du Figaro, le directeur de rédaction du Figaro Magazine. Je n'aime pas beaucoup cette espèce de chasse à l'homme qui consiste à vouloir faire taire les gens qui s'expriment librement. Si vous attendez de moi que je me joigne à ce concert de gens qui ne rêvent que d'une chose, c'est de les foutre en prison, vous ne me trouverez pas sur ce terrain. Il y a également Gilles-William Golnadel qui, malgré ses réserves, apporte son soutien à Zemmour contre l'acharnement judiciaire. On a également Barbara Lefebvre qui s'expliquait sur RMC en comparant un petit peu la situation de Zemmour à celle de Dieudonné. Moi, je suis pour que Dieudonné vienne dans des émissions, qu'on puisse discuter avec lui, voir un peu ce qu'il a dans le bide. Parce que là, il monologue devant un public acquis, un public captif, tout comme Éric Zemmour a monologué devant un public captif. Ce qu'il faut, c'est aujourd'hui que ces gens... Alors, Éric Zemmour, lui, il vient encore dans les débats, et c'est important de pouvoir discuter avec Éric Zemmour. Autre soutien, celui d'Yvan Rioufol, qui a tweeté « La vision apocalyptique que Zemmour porte sur la France est outrancière et pour partie erronée, mais les journalistes qui réclament sa tête s'épargnent d'argumenter et enterrent un peu plus la liberté d'expression. » Oui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec la critique, mais enfin, il a le droit de critiquer. L'essentiel, c'est de défendre la liberté d'expression. On imagine bien qu'en plus, il n'a pas tant de différence avec Zemmour dans le discours. Plutôt une différence de forme qu'une différence de fond, je pense. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui ont soutenu Zemmour en un peu se dédouanant malgré tout. En prenant des pincettes. C'est vrai que c'est pas... moi, je soutiens Zemmour sans pincettes. Voilà, c'est dit. Et il y a également Michel Onfray qui a tenu à apporter à sa manière un petit soutien à Éric Zemmour. Tout simplement, si Éric Zemmour le dit, on va dire incitation à la haine raciale. Si c'est Mohamed Sifawi qui le dit, on va dire une lecture lucide et républicaine de l'état des lieux tel que ça se passe aujourd'hui. Donc il y a aussi un délit de sale gueule sur Zemmour. Autre soutien, celui de Didier Maisto, le président de Sud Radio, qui déclare qu'il croise de nombreux politiciens qui disent de Zemmour qu'au fond, il n'a pas tort, mais qui rechignent à le défendre publiquement. Donc on en revient un petit peu à ce qu'on disait sur YouFol. Et puis pour conclure, ce tweet de Clément Veil-Rénal.
Emmanuel Macron lance un débat sur l'immigration, mais lorsque des débatteurs font entendre un avis non conforme, le parquet ouvre une enquête. Donc ça a le mérite d'être clair. Clair, il n'y a rien à ajouter. C'est vrai que c'est incroyable, on demande un débat, on veut écouter les Français et on ne donne pas la parole à quelqu'un qui on interdit toute opinion un peu dissidente, on va dire. On a droit à l'eau tiède, à la rigueur, et encore c'est pas sûr. Ouais. Alors il y a également eu des soutiens d'hommes politiques et c'est intéressant à noter. On a eu par exemple Jordan Bardella. Qu'on soit d'accord ou pas avec Éric Zemmour, il doit avoir le droit de s'exprimer et d'exprimer une pensée politique. Philippe de Villiers s'est également prononcé, il a tweeté « Le parquet lance une procédure contre Zemmour, c'est le signal d'une dérive totalitaire du gouvernement, la fin de la liberté d'expression. Si Zemmour va en prison, je revendique l'honneur d'être son voisin de cellule ». Et puis, chez les Républicains, on a également plusieurs personnalités qui ont apporté leur soutien à Zemmour, notamment Julien Aubert et Guillaume Larrivé. Et Julien Aubert a même signé la pétition lancée par Damoclès pour apporter le soutien à Éric Zemmour. Donc, on voit, Jean-Yves, qu'il y a un soutien d'une certaine frange médiatique et d'une certaine frange politique, ce qui peut être encourageant. Alors, ce qui est intéressant, c'est le soutien, effectivement, de Julien Aubert et de Larrivé. Pourquoi ? Parce que Julien Aubert et Larrivé, c'est plutôt la nouvelle génération, c'est des cadras, la nouvelle génération LR, qui sont candidats à la présidence de LR, l'un contre l'autre, et l'un et l'autre contre le candidat officiel, on va dire, Christian Jacob, post-chiracien, et ils ont jugé nécessaire, soit en fonction de leurs convictions, soit en fonction de l'opportunité politique, les deux peut-être, d'apporter leur soutien à Zemmour. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent aussi qu'apporter leur soutien à Zemmour va leur apporter le soutien d'un certain nombre d'électeurs à cette élection à l'intérieur des Républicains. Donc c'est tout à fait intéressant. Et c'est gagnant-gagnant, puisque du coup, le soutien d'hommes politiques de la droite traditionnelle, ça permet à Zemmour de sortir renforcé aussi. Donc c'est gagnant-gagnant. Et alors ce qui est intéressant quand même de la part de ces deux hommes politiques, c'est qu'ils prennent quand même le risque de devenir des cibles pour les médias dominants. Donc c'est un acte fort. Non seulement, je pense qu'ils veulent soutenir sincèrement Zemmour, mais ils acceptent quand même de courir le risque de sortir un peu des clous, quoi, voilà. Et donc, c'est très bien. Et c'est très bien pour Zemmour aussi, bien sûr. Et alors, pour finir cette partie, j'aimerais vous montrer cette vidéo de Jacques de Guibon qui était sur le plateau de TV Liberté, et qui parle de Zemmour comme d'un... Je plaiderai pour que Éric Zemmour ait un statut de lanceur d'alerte, en fait, d'une certaine façon, parce que la France qui décrit, la France contre laquelle il s'élève, à mon avis, c'est en grande partie la vérité, on peut le contester, lui répondre, et il ose dire, en fait, ce que d'autres n'osent pas dire, mais même s'ils le voient, ce qu'ils n'osent pas dire tout haut, et il y a une vérité, oui, qui est violente à entendre, mais c'est pas parce qu'elle est violente à entendre qu'il faut pas la dire. Bon, c'est très bien, effectivement, cette image de Jacques de Guibon, qui est un des organisateurs au titre de la COREC de la Convention de la droite. Il faut aussi saluer les très bonnes interventions d'Éric Tegner et de François Devoyer, qui sont les co-organisateurs de ce qui a été quand même une très belle opération. En fait, c'est la droite nouvelle génération. Ouais, c'est la droite 4G par rapport aux antiquités qu'on a connues jusqu'ici. Et pour finir cette émission, Jean-Yves, je crois que c'est dans le thème de ce immédiat. Vous avez un livre à présenter à nos téléspectateurs. Voilà, alors mon coup de chapeau final en quelque sorte, mais on est en plein dans l'actualité, c'est le nouveau livre de François Bousquet, Courage, manuel de guérilla culturelle. C'est extrêmement agréable à lire, Bousquet a écrit très bien. C'est le rédacteur en chef d'Éléments. Ça va au fond des choses. Et c'est ça la vraie question, c'est qu'avant d'avoir le courage de faire, il faut avoir le courage de dire, d'où l'importance de la guerre culturelle, d'où l'importance d'assumer ce que l'on pense, de dire ce que l'on voit, ce qui est parfois la chose la plus difficile du monde. Merci à François Bousquet de le rappeler dans ce livre. Et merci à tous les courageux. Avant de finir cette émission, je tiens à vous présenter mes excuses, puisque dans le dernier numéro d'Immédiat, le numéro 265, j'ai confondu au moment du lancement Pascal Bruckner et Philippe Tesson, donc c'était bien Philippe Tesson qui prenait la parole. Merci à tous ceux qui ont relevé l'information et qui nous l'ont transmis. Voilà. Et Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.